D'accord. Très bien. Donc là, c'est lancé. Je pense que vous pouvez enregistrer également sur votre machine pour ceux qui le souhaitent, qui ont de l'espace ou je sais pas comment ça se passe avec Zoom. Mhm. Donc, une fois que là, on a le terminal qui est ouvert, c'est bon. Vous allez juste taper Python si vous êtes sur Windows. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez taper Python 3 ou bien Python sur 3, celui de la version. Moi, j'ai la version 12 pour vérifier que la commande Python 3 est disponible dans votre terminal sur VS Code. Si ce n'est pas le cas, vous essayez de régler ça parce qu'il faudra que ça soit disponible dans VS Code pour que vous puissiez faire ce qui va suivre. Par semaine, pour ce qui est de création. Très bien. Ensuite, là, vous allez créer ce qu'on appelle l'environnement virtuel. Pourquoi on aura besoin de l'environnement virtuel? Parce que quand on va installer Django, si je ne crée pas d'environnement virtuel, que j'installe Django, il va m'installer la version courante de Django qu'on a actuellement. Donc, on peut voir directement c'est quoi la version Dans actuelle ce de cadre-là, Django. lorsqu'il s'est comptabilisé en C'est termes quelqu'un qui a d'années, ouvert son micro. Hein. Vous pouvez identifier la personne et lui demander de couper son micro parce que moi, je ne peux pas le voir. Il faudra que je arrête tout. C'est bon, là, c'est bon. OK, très bien. Donc là, je suis sur le site de Django et la version actuelle, c'est la 5.1.3. Donc, si je reviens pour installer un package en Python, c'est simple, vous faites pipe install et puis le nom du package. Donc, si je le fais comme ça, il va installer Django 5.1.3 sur l'ensemble de ma machine. Donc, pour éviter ça, on crée ce qu'on appelle l'environnement virtuel. Comme ça, il va installer la version actuelle de Django dans cet environnement-là. Ce qui fait que si en janvier ou en février, je crée un nouveau projet Django, je pourrais réinstaller la version actuelle de Django dans un nouveau environnement, ainsi de suite jusqu'à la fin. Comme ça, si je reviens sur le projet d'aujourd'hui, je serai sur 5.1.3, mais je ne serai pas sur la version 6 ou la version 7. Donc, ça permet de limiter un peu les dégâts sur la machine. Donc, pour créer cet environnement-là, là, je suis sur Mac, donc sur Linux. Donc, je vais faire Python 3 suivi de la version. Si vous n'avez pas plusieurs versions de Python sur votre machine, vous faites simplement Python 3. Pour ceux qui sont sur Windows, vous tapez simplement Python. Voilà, vous n'avez pas Python 2. Sur Linux, on a Python 2 et Python 3, donc on est obligé de préciser Python 3. Ensuite, vous faites le "-m" et "-venv". Ça, c'est le nom du dossier qui contient l'environnement virtuel dans Python. Et là, maintenant, vous allez mettre le nom du dossier dans lequel vous souhaitez que Python copie cet environnement-là. Donc, je peux mettre "-venv". Ça va créer le dossier "-venv" et ça va mettre là-dedans. Moi, je ne me casse pas la tête, je préfère garder le même nom. Donc, je fais ça. Si je fais entrer, il va créer ce dossier "venv"-là ici. Donc, on peut regarder dans le dossier là, on a les dossiers de base de Python. Donc, on a le bin, on a l'include, on a les librairies et on a tout. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais l'activer. Donc, pour l'activer, vous allez juste faire la commande source, venv, bin et activer. Et là, ça active sur ça. Par contre, si vous êtes sur Windows, je pense que vous allez faire venv script activate. Donc, vous allez essayer de voir comment activer sur Windows. On n'a pas les mêmes commandes. Une fois que c'est activé, là, c'est bon. Là, je suis dans mon environnement. Je peux installer Django maintenant dans cet environnement-là. Donc, si vous voulez installer un package que vous ne connaissez pas la commande, c'est très simple. Vous venez juste sur votre navigateur et vous faites pipe Django, install Django par exemple. Voilà, et puis vous mettez le nom simplement Django, même si vous n'avez pas le nom correct. Vous allez voir le site PyPy ici. Donc, vous venez sur le PyPy là et vous aurez la commande ici. Ça va? Donc, pipe install Django avec le D majuscule. Donc, vous copiez ça et vous revenez dans votre terminal et vous installez. Donc, j'attends. Donc là, Django, il s'installe et on est bon. Donc, une fois qu'il a fini de s'installer, il est dans mon environnement virtuel. Donc, je peux voir les éléments qui sont installés dans mon environnement virtuel. Donc, pour ça, je fais pipe
freeze. Et ça va me donner la liste des éléments qui sont installés. Donc, Django 5.1.3, il est installé. Et quand il s'installe avec ces deux éléments-là, le href et puis le SQL parse. Parce qu'il a besoin de ça pour fonctionner. Jusque-là, on est bon. Là, on est sur la phase d'installation qui est terminée. Maintenant, on va créer un projet Django. Donc, pour créer un projet Django, c'est assez simple. Vous allez juste faire la commande Django. Django-admin. Et là, vous allez faire Start et Project. Et là, vous allez mettre le nom de votre projet. Donc, la commande, c'est Django admin, Start Project, suivi du nom de votre projet. Donc, mon projet, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Donc, je vais l'appeler Learn Django. Donc, ça, c'est le nom de mon projet. Je fais Entrée. Très bien. Donc, lorsque je fais ça, vous allez constater qu'il y a un dossier qui s'est créé dans mon espace qui s'appelle Learn Django. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Bon, moi, il y a une question. Pourquoi vous n'avez pas fait ça dans le dossier VENV, là? En fait, et puis vous avez fait ça à l'extérieur, en fait. Je D'accord. pense que Vas-y, c'est pas celui qui voulait répondre. Il y a quelqu'un qui voulait répondre? Bien, personne. D'accord. OK, super. Donc, du coup, ici, on ne crée pas le projet dans le dossier vent, en fait. Ça va? On ne va pas le créer dans Ok. dans le dossier vent, parce qu'ils sont pas, ils n'ont rien en... Donc, on met l'environnement, c'est juste l'environnement, et puis après, on a le projet. On ne le met pas là-dedans. Parce Ah, que là, d'accord. voilà. Donc, si je comprends bien, le Learn Django, là, c'est là-bas qu'on va créer, en fait, nos vues, nos templates, tout ça. Voilà, effectivement, ça c'est mon projet. C'est ici que j'aurai Ah, tout. d'accord. Voilà, si je veux déployer, c'est ce projet-là que je déploie. Si je veux l'envoyer sur Git, c'est ce projet-là que j'envoie sur Git. Lui, il ne va pas. D'accord. C'est bon, Oui, oui, c'est bon. très bien. S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai manqué la première commande. Est-ce que c'est possible de la rappeler? La commande pour créer l'environnement virtuel. Ok, là, je suis sur Linux, hein. Donc, du coup, la commande sur moi, c'est Python. Tu fais juste Python 3-m venv pour créer ton environnement. Tu n'es pas obligé de mettre le point 12. Moi, j'ai plusieurs versions de Python, raison pour laquelle je précise. En fait, chez moi, je fais Python 3. Voilà, quand je vérifie. Enfin, quand je fais Python 3-m 20, ça me Déjà, dit, déjà, tu fais Python 3 simplement. Tu fais juste Python 3 pour voir est-ce que Python 3 est disponible dans ton espace. bon, ça met aussi commande fin. D'accord, donc tu essaies avec Python simplement. Ok. Avec Python simplement, ça me dit. C'est bizarre. Ça me dit toujours la même chose. D'accord, donc du coup, ça veut dire que tu es sur quel système? C'est Windows. D'accord, ça veut dire que là, Python n'est pas disponible dans ton environnement. Est-ce que tu as installé Python sur ta machine? Bon, c'est installé de ce que je sais. Bon, après, je vérifie. D'accord, ok, pas de souci. On va revenir là-dessus après. Je finis une partie, puis après, je pourrai vous assister. C'est bon? D'accord, ça marche. D'accord. Déjà là, comme j'ai dit, la session d'aujourd'hui, c'est pas pour que vous reproduisez ce que je fais au même moment. Vous pouvez juste prendre note quelque part parce que vous aurez la replay pour pouvoir répondre. Donc, vous prenez note juste à côté et si vous avez des questions, vous posez vos questions, vous prenez note. Et quand vous aurez la replay ou le replay, je sais pas, vous pouvez regarder et puis appliquer. C'est bon? Ok, ça marche. Très bien.
Donc là, on a vu comment créer un projet Django. Donc si je veux créer un deuxième projet Django, bah, c'est la même commande et puis je change juste le nom du projet, je crée un deuxième projet Django. Là, on a juste besoin d'un seul projet, donc on va partir avec celui-là. Très bien. Donc avant de commencer déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a ici. Le nom du projet qu'on a mis Learn Django. Ça va? Et quand on a mis Learn Django, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un fichier qui s'appelle manage.py. Et à l'intérieur de ce fichier-là, il a créé un autre dossier avec le même nom que le nom du projet. Jusque-là, c'est bon. Oui, ça va. D'accord. Je vais Ah, c'est essayer, bon. voilà, je vais C'est essayer bon, de ça va, créer, ça va. je vais essayer de créer un autre projet. S'il vous plaît, j'ai une question. Allez-y. J'aimerais savoir comment est-ce que Django fait le lien, ou bien comment est-ce que l'environnement virtuel qu'on a créé, c'est quoi le lien, comment est-ce que le lien va se faire entre les deux, entre notre projet qu'on vient de créer dans Django et l'environnement virtuel qu'on a créé. D'accord, ok. Je vais répondre à ça tout à l'heure. Je termine cette commande-là et puis on reviendra là-dessus. Ok, donc D'accord. du coup, je disais ici que là, l'idée, mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre les deux éléments qui sont créés quand on crée un projet. Il y a un dossier avec le même nom que le nom du projet et il y a le management page. Donc, je vais créer un autre projet qui s'appelle Core. Donc, si je fais entrer, donc, je ferme le truc. Si j'ouvre Core, on aura la même chose. On aura Core, management page. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, vous aurez ça. Supposons maintenant que moi, j'ai déjà créé le nom de mon projet ici. Je décide d'appeler mon projet, je sais pas, je crée un projet ici, manager. Voilà. J'ai créé un dossier manager et que je vais créer mon projet dans ce dossier manager-là. Donc, je me positionne là-dedans. Maintenant, je vais créer le projet manager maintenant avec Django. Manager. Donc, si je crée le projet manager ici, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que j'aurai un dossier manager. À l'intérieur de ça, il y aura encore un autre dossier manager. On va essayer, hein. Je fais ça. Donc, vous voyez ce qui va se passer. J'ai un dossier manager dans lequel j'ai un autre dossier manager, dans lequel j'ai un autre dossier manager, et j'ai le manage.py. Youssef, tu peux fermer ton écran et ton talon. Youssef, s'il te plaît, ferme ton micro. Ok, super. Donc, la prochaine fois, il va couper le micro de tout le monde. Donc là, comme je disais, manager, on a un dossier manager. À l'intérieur, encore, j'ai un autre dossier manager. Après, j'ai un autre dossier manager. Quand c'est comme ça, c'est un peu ennuyeux. Là, nous, on a déjà défini notre dossier par défaut. Donc, je vais juste supprimer ça. Et quand c'est comme ça, vous avez déjà créé votre dossier de projet ici. Vous faites juste la commande et devant, vous mettez point. Vous lui dites que, voilà, je veux que tu le crées directement dans le répertoire courant. Donc, pas besoin de créer encore un autre dossier. Cette fois-ci, si on exécute, voilà, on aura juste le manager qui est là et puis voilà notre manager ici. Donc, c'est trois projets maintenant, Learn Django, manager et Core. Jusque-là, on est bon. Je suppose Oui, qu'on on est est bon. bon. Donc, je supprime ces deux-là et on va revenir sur le premier. Donc, on a vu déjà qu'on a deux dossiers, donc Learn Django et Management.py. Je réponds à la question du camarade de tout à l'heure qui demandait le lien entre Je peux t'aider l'environnement. à répondre, hein. Ok, d'accord, ça m'a vas-y. D'accord. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, déjà, le vent, c'est quoi? Le vent, c'est comme un sac à dos ou un sac à main que vous utilisez lorsque vous allez au travail, par exemple. Donc, pour aller au travail, si ce sont des maçons, ou bien si c'est une fille qui va dans une soirée, forcément, elle va se dire de quoi j'aurai besoin lors de cette soirée-là. Donc, ça peut être des rouges à lèvres et ainsi de suite. Le maçon, ça peut être des pelles et tout ça. Donc, elle va prendre tout ça et elle va mettre dans son sac. Donc, le vent, c'est comme le sac qui contient les outils qu'on va utiliser pour travailler. Donc, quand on a mis nos éléments dans le sac et quand on veut l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le sac. Donc, ouvrir le sac, c'est comme si on activait l'environnement virtuel dans notre cas ici. Donc, une fois qu'on a activé l'environnement virtuel, ça veut dire tout ce qu'on va faire maintenant, c'est avec les éléments qui sont dans ce sac-là.
Donc, si Soro, tu ouvres un peu le VANF, tu vas voir qu'à l'intérieur du VANF, quand on a installé Django, Django, il est venu se placer dans la partie libre. Voilà. Voilà. Au début, il n'y avait pas ce fichier-là. Donc, c'est comme si, quand on a fait le pipe install Django, on a pris Django, qui est un projet qui est sur le web, on a pris et on l'a mis dans notre sac, qui est le VANF. Donc, vu que le VANF, il est activé, ça veut dire toute action qu'on va faire là, avec le VANF activé, il va venir dans ce fichier-là, prendre l'outil et faire le travail. Donc, Django, qu'est-ce que lui fait? Il permet de créer les projets, il permet de créer les applications. Donc, si on veut créer un projet, on a un outil qu'on appelle Django qui est dans notre sac. Donc, on va justement l'enlever et on va créer notre projet. Donc, quand il tape la commande Django admin start project, c'est comme s'il fait appel à l'outil qui existe dans son sac. Si c'est un rouge à lèvres, c'est comme s'il appelle, elle utilise le rouge à lèvres ou juste ce fait. Donc, c'est un lien, le lien, où est créé le lien est créé lorsque on a fait source on faut activer l'environnement. Donc, si on n'avait pas fait cet élément-là, on ne pourrait pas installer Django, on ne pouvait pas utiliser Django qui se trouve dans l'environnement virtuel. Donc, Soro, si tu veux ajouter, moi j'ai terminé. Je ne sais pas si c'est compris. Bon, là, je demande déjà, est-ce que c'est bon pour la personne qui a posé la question? Ok, je crois que c'est bon. Donc, Je n'entends pas. Hein. On t'entend très bien. ok, je disais que, par exemple, si je vous l'avais dit, bon, c'est toujours faible. On t'entend très, très bien. Voilà. Il faut essayer d'enlever les écouteurs. Junior, on ne t'entend pas, Junior. Très bien. Donc, le temps que Junior revient, nous, on va continuer. Donc déjà, merci bien à Samake. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en compte, donc j'ai assuré la formation avec Samake jusqu'à la fin. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu lancer cette session-là. Donc je pense qu'à la fin, vous allez lui dire merci. Très bien. Donc là, comme je disais, on a le dossier Learn Django qui est le projet qu'on a créé et à l'intérieur, on s'est retrouvé avec deux dossiers. L'idée déjà avant de commencer, c'est de comprendre un peu que contient le deuxième dossier. Dans le deuxième dossier, on a le init. Général, là, on t'entend pas. Après, on va te prendre. Donc déjà, on a le init. Le init, on le verra un peu plus loin. C'est le fichier lorsqu'on veut utiliser des packages dans Python. On le verra plus tard. Il est vide, hein, il contient absolument rien, mais il est nécessaire. Parce que s'il n'est pas là, rien ne va fonctionner. Ensuite, on a un fichier asgi.py. On a un fichier setting.py. On a un fichier url.py. On a un fichier dovsgi.py. Donc déjà, il y a deux fichiers qui ne vont pas nous intéresser tout de suite. C'est le dovsgi.py et le asgi.py. Bon, je vais les expliquer. Je vais expliquer leur rôle après, mais quand on va finir. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais je vous reçois un peu difficilement. D'accord. Les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi je vous entends très bien. Et moi, j'entends bien. C'est bon de mon côté. Hein. Bon. Je vous entends très bien. Donc, quand on commence déjà, les deux fichiers qui vont nous intéresser, c'est le setting.py et l'url.py. Ça va? Les deux autres fichiers vont nous aider lors de la mise en production. Donc, si on essaie un projet synchrone, on va utiliser le WSGI. Si on essaie un projet asynchrone où on utilise du WebSocket et tout ça, on va utiliser le ASGI pour faire la configuration du déploiement. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on aura affaire à ces deux-là. Mais pour l'instant, pour le développement, les deux-là ne nous intéressent pas. Par défaut, ce qui est utilisé, c'est le WSGI qui est utilisé parce qu'on se dit qu'on n'est pas sur du asynchrone pour commencer. Donc, si on élimine ces deux fichiers-là, ASGI et WSGI, les deux qui nous restent, c'est l'url.py et le setting.py. Donc, revenons sur l'url.py. L'url.py, c'est qu'il contient, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de définir le point d'entrée.
c'est un peu comme si vous voulez, le routeur. Pour ceux qui ont fait les autres langages, c'est lui qui va définir les routes. Donc, si on met telle chose dans l'URL, je veux que tu fasses ça. Si on fait ça, un peu comme le contrôleur, si vous voulez. Si tu reçois ça, alors fais ça. Si on envoie ça, fais ça. Si on envoie ça, fais ça. C'est lui et son. Donc, si vous voulez, on va essayer de lancer un peu pour voir ce qui se passe. Lorsque vous créez votre projet à Django, vous allez vous positionner dans le projet. Là, j'étais dans Manager, il faut que je ressorte. Voilà. Très bien. Il m'a ramené ailleurs, donc je reprends mon terminal. Et puis, je supprime celui-là. Très bien. Là, je me repositionne dans mon projet. Voilà. Avant d'exécuter la commande que je veux exécuter, faites toujours ls pour voir bien si vous avez le manage.py. Là où vous vous trouvez. Et une fois que vous avez le manage.py, les commandes que vous allez exécuter sont les commandes qu'on utilise dans Django. Ça nous permet de lancer les projets, de faire des migrations, ainsi de suite. Donc, on va faire Python manage.py et pour lancer le projet, c'est le run server. Donc là, lorsque le serveur est lancé, on a ça et on a cette URL-là. Donc, si je copie ça, et que je le mets dans mon navigateur ici, que je fais entrer, voilà, on va tomber sur cette page-là. Donc là, c'est la page par défaut, voilà, quand on n'a encore rien fait. Là, il nous dit qu'on est bien arrivé et tout ça. Maintenant, on va revenir dans notre, je réduis ça. On va revenir dans notre code ici. On voit ici qu'on a une route qui est définie, qui est admin. Donc, on va essayer de taper ça pour voir ce que ça nous donne. Donc, ça veut dire que là, je peux faire / et je mets admin. Donc, si je fais entrer, ok, désolé, il faut que je fasse la migration d'abord. Bon, on va revenir là-dessus après. Il faut que je fasse la migration pour pouvoir avoir accès à cette page-là. Mais on va revenir là-dessus. Donc, très bien. Donc, l'URL ici, lui, nous permet de définir ces routes-là. Et ensuite, on a le setting. C'est dans le setting ici qu'on va faire toutes les configurations. La configuration de se connecter à la base des données. Lorsqu'on crée des applications, on va définir les applications, les différents noms de domaines qui auront accès à notre projet et on va les mettre dans ça. Ici, on aura les middleware au niveau de la sécurité. Si on veut définir des middleware personnalisés, on pourra les mettre là. Là, ça permet de spécifier le fichier URL de départ, qui est le nom du projet.url, qui fait référence à ce dossier-là, ce fichier-là. Ensuite, on a la configuration du template, on verra ça tout à l'heure, et le fameux WSGI dont je vous parlais, qui est défini par défaut sur ce fichier-là. Donc là, c'est la section de la base de données. Donc, par défaut, la base de données qui est utilisée, c'est le SQLite 3. Il a été créé automatiquement quand on a lancé le projet. Et ici, on a la contrainte du mot de passe quand on va vouloir faire la création d'un mot de passe. Donc après, on verra toutes ces contraintes-là lorsqu'on va arriver sur les formulaires et tout ça. Après, ici, voilà, c'est un peu la configuration, le langage qu'on va utiliser, la time zone. Est-ce qu'on va utiliser la traduction? On utilise la time zone, oui, ainsi de suite. Et là, c'est la configuration des fichiers statiques qu'on verra également. Et ça, on l'a ajouté à partir de, je pense, la version 5 de Django pour autoriser les grands champs de type int, voilà. Lorsqu'on a des nombres, on veut autoriser Django à pouvoir utiliser ces champs-là. Donc après, lorsqu'on aura besoin d'une section dans le setting, on reviendra là-dessus. Mais ça, c'était pour faire un peu un déroulé du contenu du setting. Quel que soit le projet que vous allez créer avec la version 5.1.3, vous aurez cette configuration-là par défaut. On ne va pas supprimer quelque chose là-dedans pour le moment parce qu'on ne sait pas ce que chacun fait. Lorsqu'on va mieux comprendre, on pourra supprimer des parties dont on n'a pas besoin. Une fois qu'on a compris ça, le fichier manage.py, vous avez vu un peu l'utilisation qu'on a fait dessus. Lorsqu'on va vouloir lancer n'importe quelle commande avec Python, on aura besoin de ce fichier-là pour lancer cette commande-là.
Donc, vous serez sur des projets qui vont nécessiter que vous ajoutez des codes à ce fichier-là, mais pour commencer, nous, on va pas le toucher, on va le laisser comme il est. Jusque-là, c'est bon. Oui, c'est bon. Si, c'est bon. Oui, c'est Très bien. Donc là, maintenant, on va essayer de faire la première migration. La migration, c'est quoi? C'est que Django, par défaut, il a des tables qu'il a créées. Ça va, il y a des tables qui sont créées dans Django par défaut. Parce que c'est un framework qu'on installe. Il utilise des tables qui sont dans sa pour créer directement lorsqu'on va démarrer le projet. Ce que Django prend en compte, ça veut dire tout ce qui est l'authentification, la gestion des utilisateurs, ça c'est quelque chose qui est pris par Django par défaut. Donc tout ce qui est utilisateur, groupe, permission, tout ça, c'est géré par défaut. Donc ces tables-là existent déjà, les sessions et tout ça. Donc ce qui fait que quand on va vouloir commencer le projet, il faudra qu'on puisse faire la première migration. On n'est pas obligé de le faire, mais si je veux utiliser la partie admin pour vous montrer, je suis obligé de faire ça. Mais après les commandes de migration, on reviendra là-dessus quand on sera sur les modèles. Donc pour faire cette commande-là, vu que je n'ai pas encore créé de table et tout ça, je vais juste faire la commande migrate. Voilà. Et je lance, voilà, il va appliquer cette migration-là et à partir de là, il est content. Donc si je relance le serveur et que j'actualise cette page-là, voilà, là, ça passe. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'avec Django, on a un espace d'administration qui est intégré par défaut. Ça veut dire l'espace d'administration va nous permettre de pouvoir créer des objets, les modifier, les supprimer, les créer, les modifier, les supprimer, créer, modifier, supprimer. Donc ça, il nous offre ça par défaut. Donc on ne sera pas obligé d'aller écrire des vues pour créer des données, les modifier ou les supprimer. On ne sera pas obligé à moins qu'on veut personnaliser ou faire un truc pour nous-mêmes. Très bien. C'était juste, voilà, c'était juste vous montrer ça. Donc si on fait le /admin, là, on a accès à ça. C'est parce que ce admin-là est défini ici. Si je commande ça et que j'actualise ici, voilà, la page n'existe pas, donc il va me ramener sur la page par défaut qui est là. Excusez, j'ai une question. Allez-y. Voilà. Concernant la partie administrateur, pour pouvoir utiliser la partie admin de Django, on est obligé de créer un super utilisateur. C'est ça? Effectivement. Ah, d'accord. Voilà. Mais là, on va revenir sur la partie admin quand on sera sur les modèles. D'accord. Très bien. Merci. OK. Donc, pour l'instant, moi, je vais commenter ça parce que je ne vais pas l'utiliser. Maintenant, moi, je vais créer une page. Vu que je suis sur le web, je vais créer une page voilà, qui sera accessible ici. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? J'ai une question. La partie migration, ça va venir après? Oui, la partie migration, on va revenir dessus après quand on sera sur les modèles. Ça marche. Allô? OK. C'est bon pour moi. OK, très bien. Donc là, je peux décider ici maintenant de créer une page qui va me permettre d'afficher quelque chose sur le navigateur. Pour cela, ça s'appelle des vues. Donc, je ne sais pas si je vais laisser Samaki expliquer un peu la notion de modèle vue template de Django et puis je vais continuer. Je ne sais pas si Samaki est là. Je suis là. Je pense que tu peux continuer. Si jamais il y a des questions, je vais revenir là-dessus. Parce que je D'accord. pense que, à part Gino, je pense que les autres, ils ont au moins une notion de ces trucs-là. De ce truc, d'accord. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les architectures des projets, les autres frameworks, par exemple, utilisent plus l'architecture MVC. Donc, le concept MVC, modèle vue contrôleur. Pour Django, c'est un peu différent. Là, on va utiliser le modèle view template. Donc, après, on reviendra là-dessus. Donc, ça veut dire que les vues dans Django, c'est soit des classes, soit des fonctions. Ça va, ceux qui vont gérer le comportement des vues.
Donc, ça va jouer plusieurs rôles en même temps. Et ensuite, on aura les templates. Ce sont eux qui vont nous afficher les pages. Donc, les templates, ce sont des fichiers HTML qui vont contenir les pages. Donc, vous êtes obligé de maîtriser un peu de HTML si vous voulez faire du Django, à moins que vous voulez vous orienter uniquement API. Ou bien il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de MVC, qui ne sait pas de quoi on parle quand on dit MVC. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais utilisé ça? Le pattern MVC. Oui. Ok. Le pattern MVC, enfin, c'est juste une façon de visualiser un projet, quoi. Par exemple, non, je demande s'il y a quelqu'un qui ne sait pas de quoi nous sommes en train de parler lorsqu'on dit MVC. Ah, ok. Allô? Bon. Allô? Alors, on t'entend, c'est Ok. juste que, bon, je pense que tout le monde a au moins une notion. Une notion. J'allais revenir là-dessus, au fait. Très bien. Ok, super. Après, j'ai une question, mais c'est un peu si on peut comparer entre MVC et MVT. Ça serait intéressant, il me paraît. Ok, d'accord. Quand on aura les éléments à notre disposition, on va faire la comparaison. Actuellement, on aura besoin des vues, des templates et tout ça pour essayer de faire un peu le lien. Là, on n'a encore rien. Ok, donc tu rappelles un peu la question un peu plus tard quand on aura tous les éléments. Donc déjà, ici, je vais commencer par le début, hein. Donc pour ça, comme on a dit, on a besoin d'afficher une page ici. C'est-à-dire, on veut enlever cette page par défaut de Django là, et puis afficher notre page. Pour ça, vous allez créer une fonction, si vous voulez, voilà, qui va prendre en paramètre quelque chose et ensuite qui va retourner quelque chose. Pour cela, je vais importer un élément qui va s'appeler dans Django. Donc, je fais from Django. Je arrête le terminal pour ne pas qu'il me dérange. Donc là, je fais from Django. Je vais le faire directement dans le fichier URL. Après, on va le déplacer. .http, on va importer une classe qui va s'appeler http response. Ça va, cette classe-là permet de retourner une réponse à la vue. Et ensuite, je vais créer une fonction qui va s'appeler home. Et par défaut, vu que c'est une vue de Django, cette fonction-là doit prendre en paramètre quelque chose qui s'appelle request. Après, on reviendra sur request et vous expliquer si ça sert à quoi. Et une fois que j'ai ma fonction, je peux faire un return de HTTP response et à l'intérieur, je mets le message que je veux. Donc, je mets c'est mon site Django. Donc là, j'ai une fonction qui représente une vue et cette fonction-là, je peux l'enregistrer dans mon path ici. Pour ce faire, je mets path. Donc là, je vais définir le nom, c'est-à-dire si je suis là. Donc si je suis, le serveur il est coupé, je le relance, désolé. Je commande ça pour ne pas qu'il va là. OK. Dans notre navigateur, actuellement, on est sur /8000, ça veut dire on n'a rien mis. Donc, si je laisse mon path vide, ça correspond à ça. Ça veut dire que j'ai rien mis. Donc, moi, c'est ma page d'accueil, donc je ne vais rien mettre. Ensuite, je vais appeler la vue en question. Là, il me demande une vue. Donc, la vue, c'est la fonction home. Ça va, je peux lui donner un nom. Voilà. Et je l'appelle home view, simplement. Pour dire c'est la vue home. Donc, voici les 3 paramètres qu'il faut passer lorsque vous créez un path. OK. Donc, cette fois-ci, si on actualise ça, on aura bien, c'est mon site Django. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Très bien. Donc, juste ça, c'était juste pour vous montrer comment l'URL ici, il fonctionne. Donc, il a juste besoin du path, d'une fonction et le nom de la fonction. Donc, le path ici, si je mets, si je peux mettre peut-être home, simplement slash. Et cette fois-ci, si je reviens sur ça, voilà, il va me dire 404 not found. Je suis obligé de mettre slash home slash
et je fais entrer. Et là, maintenant, je tombe bien sur ça. Donc, à ce niveau-là, vous comprenez bien le path ici. Donc, si je veux aller sur accueil, je mets accueil. Si je veux faire blog, je mets blog. Ensuite, c'est tout ce que je veux. Je définis là et ça va appeler la fonction en question. Maintenant, là, on peut laisser le projet comme ça et continuer à créer des fonctions ici, mais le fichier URL, là, son rôle n'est pas de gérer les fonctions. Lui, son rôle, c'est juste l'URL pattern ici. Donc, pour ça, on est obligé de créer un fichier qui va jouer ce rôle-là. Donc, je vais créer un nouveau fichier ici qui va s'appeler view. Ouais. Donc, le view.py ici va jouer le rôle de la vue. C'est là que je vais créer mes fonctions. Donc, du coup, je peux déplacer ça. Donc, je vais couper ça et je vais venir mettre ça ici. C'est bon, je déplace la fonction, je viens la mettre dans le fichier view.py ici. Et une fois que j'ai la fonction là, je reviens dans l'URL. Là, il me dit que la fonction n'est pas disponible, je vais l'importer. Donc, pour l'importer, c'est très simple, je vais faire from.view. Donc, je l'utilise dans le répertoire courant, il y a un fichier qui s'appelle view. Il faut m'importer la fonction home. Jusque-là, c'est bon. À ce moment-là. J'ai une question. Le name, quand est-ce qu'on l'utilise? Ok, on verra ça également. On l'utilise lorsqu'on veut référencer cette base-là depuis un template. Okay. Donc, on verra ça dans quelques instants. Parfait. Donc, cette fois-ci, si je reviens, voilà, je vais revenir sur la page d'accueil. Donc, si j'actualise, j'aurai toujours ça. On peut modifier un point d'exclamation, point. Voilà, il va recharger. Si j'actualise, vous verrez qu'on aura ça. Jusque-là, on est bon. Je peux créer une autre fonction, def, about. Donc, toujours, si c'est une vue, elle va prendre un paramètre request qui est obligatoire, 2 points, et cette fois-ci, on va retourner HTTP response, et on va l'appeler about page. Très bien. Donc là, maintenant, on a créé une deuxième vue, qui est la vue about, et si on revient ici, qu'on met slash about, vous vous en doutez bien, ça ne va pas passer parce que on l'a pas enregistré dans l'URL ici. Donc là, il faut qu'on importe également cette vue-là. Une fois qu'elle est importée, il faut qu'on la déclare dans le path pour que Django puisse reconnaître ça. Donc là, pour accéder, ça sera about. Oh, désolé. Ce sera about. Et là, c'est about. Et le name, je mets également about. Le name, ici, vous mettez ce que vous voulez, hein, mais l'idée, c'est que ça puisse faire référence à ça. Et le nom, il est unique. C'est-à-dire, deux vues peuvent avoir le même nom. Jusque-là, on est bon. Et cette fois-ci, si j'actualise about, voilà, on a bien la page about. Donc là, je suppose que la création de pages, de vues, maintenant, ça va. Donc, création de pages ou de vues. Donc, si on veut créer des pages, on fait autant de fois qu'on veut. C'est bon pour vous? Oui. Oui, c'est bon. Là, on utilise des fonctions pour créer ça, quoi, les vues. On voit ici le dev là. Oui, effectivement, on utilise des fonctions pour créer des vues. Vous pouvez créer des vues avec des classes, mais ça aussi, on verra ça un peu plus loin. Mais pour l'instant, on va partir avec les fonctions pour créer les vues. Monsieur Soro, s'il vous plaît, une question. Vas-y. Ici, je vois qu'on a un paramètre dans les fonctions, on a un paramètre request. Maintenant, bon, je veux savoir s'il n'y a pas un deuxième paramètre response, comme dans peut-être d'autres frameworks. Non. D'accord. En Django, pour une vue, on doit avoir request obligatoirement parce que c'est request le request ici, il contient toutes les informations de la requête. Lorsque je fais ça, je viens sur une URL que je fais entrer. Là, je mets une requête. Et la requête qu'on émet, c'est la méthode get.
sur cette route-là. Donc là, on n'a rien passé en paramètres. Si on passait les éléments en paramètres de la requête, c'est à partir des requests qu'on allait les récupérer. Si on fait des posts, c'est à partir des requests qu'on a accès aux données du post. On verra ça un peu plus loin également. Mais là, l'idée, c'est que vous puissiez comprendre la définition des vues. Ah bon, bien sûr. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Maintenant, ce qui est intéressant, on va se dire, on suppose on est sur du web, donc on fait du HTML. Ça, c'est vrai, on fait du HTML. Maintenant, pourquoi on fait du HTTP response et puis on écrit un test? Imagine si on doit faire un site et qu'on doit trouver dans HTTP response, par exemple, je pense qu'on va s'en sortir. C'est pas sûr, on est d'accord. On ne fait pas coder du HTML ici, avoir du style et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un dossier qui va contenir tout ce qui est HTML. C'est bon. Et ce dossier-là, ça s'appelle le template. Donc, je vais le créer directement dans mon projet au niveau de manage.py. Là, on n'est pas encore dans notion d'application. On viendra dessus plus tard. Dans ce dossier-là, on va l'appeler template. Et dans ce dossier template-là, je vais créer un fichier index ou bien home.html pour faire simple. Voilà. Et dans ce fichier home.html-là, on aura notre code HTML de départ. Donc, je me mets sur HTML ici. Et là, je pourrais initialiser du HTML. Voilà. Et je vais juste récupérer le texte qui est là et venir le mettre dans un H1. C'est bon. Donc, cette page HTML-là, je peux l'ouvrir dans mon navigateur actuellement pour voir ce que ça donne. Donc, on a bien ça, mais j'ai juste ouvert le fichier HTML dans mon navigateur. Ce n'est pas dans Django. Je reviens ici. Donc, une fois qu'on a notre page HTML qui est dans le dossier template, c'est-à-dire on a le dossier template, actuellement, Django, lui, il ne reconnaît pas ce dossier-là. Ça va, le projet Django, il ne reconnaît pas ce dossier-là. C'est-à-dire, il va tout faire, mais lui, il ne connaît pas ce dossier-là. Pour qu'il puisse avoir un lien avec ce dossier-là, on est obligé de revenir dans le setting-là. Si vous vous rappelez, on avait vu une partie template ici. Ça va, donc c'est dans cette variable-là, dire, ça c'est un dictionnaire, donc la clé dire ici, on va lui préciser les schémas de nos différents dossiers HTML. Si on en a plusieurs dossiers, là, nous, on a un seul dossier qui contient le HTML, qui est le dossier template. Donc, pour accéder à ça, il faut mettre le schéma pour accéder à ce dossier-là. Donc, normalement, j'allais chercher le schéma du dossier et puis venir mettre ça là. Django, pour ça, il nous a facilité la vie. Donc, il nous dit pour référencer un élément qui se trouve dans le projet Django, on a une variable qui est définie tout au début, ici, qui s'appelle base-dir et qui nous permet d'accéder directement au répertoire courant. Donc, voilà un peu comment on va faire. Pour utiliser base-dir, c'est assez simple. C'était ici, voilà. Donc, je viens juste dans cette liste-là, je mets base-dir, je fais slash et je mets le nom du dossier, template. Donc, à partir de là, Django sait qu'il va venir dans le répertoire ici et il va essayer de chercher un dossier template. Donc, pour voir juste un exemple, c'est au niveau de la base de données ici. Vous voyez, ils ont mis name, ils ont mis base dir / db.sqlite3. Donc, vous allez voir ici qu'on a un fichier db.sqlite3 qui est dans ce répertoire-là. Donc, si vous voulez faire référence à un élément qui est dans ce répertoire-là, vous faites juste base dir / suivi du nom. Dans les versions antérieures, on faisait d'autres commandes qui étaient un peu plus compliquées. Donc, vous allez voir dans d'autres projets que c'est différent. Mais dans les projets récents, c'est base dir / directement. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? C'est bon pour moi. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, Django reconnaît maintenant le dossier template qui est là. Donc, lorsqu'on veut accéder à un fichier dans le dossier template, on va juste mettre le nom du fichier. Donc, pour ça, on va juste revenir ici. Et cette fois-ci, on ne va plus utiliser HTTP response, mais on va utiliser une autre fonction qui va nous permettre de lire directement des fichiers HTML. Donc, je vais faire un from Django. C shortcut import render
On va prendre le render ici. Donc, le render ici, lui, son rôle, c'est de retourner. C'est une fonction qui va me permettre de pouvoir retourner des templates. Donc, le render ici, comment il fonctionne, je vais commenter ça pour qu'on l'ait en mémoire. Et là, je vais faire un return de render, en parenthèse. Donc, il prend trois paramètres. Il prend trois paramètres. Le premier, c'est request. Donc, le request qui est passé en paramètre ici. Il prend ce request-là. Ensuite, il prend le template, c'est-à-dire le nom, le schéma du fichier template à partir de ce dossier template-là. Donc, c'est directement, lorsqu'on est dans ce dossier-là, on a accès directement à home.html. Donc, je mets juste home.html. Ça va. Et après, il prend un contexte. Le contexte, c'est un dictionnaire. Donc, je déclare juste un dictionnaire vide. Après, on verra ça. Donc, le contexte, après, on le verra. Il nous permet de passer des variables Python sur le template directement. Donc, cette fois-ci, si on revient sur ça et qu'on actualise, on va revenir ici, là, home. Cette fois-ci, on a bien le fichier HTML qu'on a codé dans home.html. Je suis bien sur mon serveur Django ici et j'ai bien ce fichier-là qui est là. Donc là, je peux ajouter un paragraphe P. Donc, il faut que je le passe en HTML. Voilà, je peux créer un paragraphe P ici et je mets du lorem là-dedans. Ça va. Donc, si on réactualise ça, on a bien notre lorem qui est affiché là. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Oui. Très bien. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise tout ça? Normalement, on est avec les débutants. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, on disait que ceux qui maîtrisent ça déjà, nous, on est avec les débutants. Donc, l'idée, c'est de faire comprendre le minimum à tout le monde. OK, OK, très bien. Je reviens dans mon code. Désolé, je vais le repositionner ici. Voilà. Comme ça, j'ai accès ici. Donc là, on a notre HTML qui est là. Donc du coup, si je veux faire la page about, c'est pareil. Je vais juste créer un fichier about. Cette fois-ci, je vais créer un dossier que je vais appeler page. Et dans page, je vais créer about pour juste vous montrer un peu une différence. About.html. Je ramène en HTML pour avoir le code de base. Et là, je vais juste récupérer ça. Que je vais positionner ici. Très bien. Donc, pour lier simplement, c'est pareil, je commente ça. Et là, je vous laisse me donner le schéma pour accéder au template. Donc, ici, le schéma, qu'est-ce qu'on va mettre pour accéder à About là? Qu'est-ce que je mets ici si vous avez page, on va mettre page. Page. Slash. About.html. About.html. OK, merci. Donc là, on a dit que c'est le schéma à partir du dossier template ici. About, il est dans un dossier page. Donc, on est obligé de passer par ce dossier page-là et accéder à about.html. Et une fois que c'est bon, on va mettre notre contexte vide. Donc, cette fois-ci, si on revient sur slash about, on a bien about page I am sur NB. Jusque-là, oui. J'ai une question. En fait, je veux savoir si dans Django, c'est possible de mettre, comme par exemple en Laravel, un template de base auquel on va essayer d'hériter en fait les différentes sections d'un template, par exemple. C'est possible ici. Effectivement. Bon, je ne sais pas chez Laravel ça fonctionne comment, mais chez nous ici, on peut créer un template de base et on part sur ça et on peut faire des includes de différentes sections. Oui, exactement. C'est ça que... Effectivement. D'accord, merci. C'est possible.
OK. Donc, du coup, jusque-là, on est bon. Maintenant, on va essayer de voir un truc. Là, par exemple, comment on appelle? J'ai ma page About et ici, j'ai ma page Home. Supposons que je veux pouvoir ajouter un lien ici. Lorsque je clique, ça m'envoie sur la page About. Et sur la page About, lorsque je clique, ça me ramène sur la page Home. Donc, pour faire ça, c'est pour cela que les URL qu'on a passés ici, on les a donné des noms. Donc, ce sont ces noms-là qu'on va utiliser pour faire ce qu'on veut faire là. Et pour ça, on revient dans le Home ici. Et pour le mettre, pour ceux qui savent, c'est assez simple. On va juste créer une balise A. C'est toujours la balise du HTML qu'on fait. Donc, c'est la balise A qui permet d'avoir les liens. Donc, c'est About. Et là, maintenant, pour aller sur About, je peux juste mettre /About pour faire simple. Ça va, voilà, /About/ et ça va m'envoyer sur la page About. Et je peux copier ça. Et je reviens ici. Et je fais pareil ici. J'enlève tout ça et je mets / simplement et puis je mets Home pour que ça me ramène sur la page Home. Donc, si on actualise ça, donc on a le lien ici. Si on clique, ça nous envoie sur About et si on clique, ça nous ramène sur Home. About, Home. Ça, c'est bon, ça fonctionne. Hein, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Vous voyez ici, j'ai écrit About /. Ça, c'est quoi? C'est ce qui se trouve là. C'est bon. On finit de faire le site, on envoie au client et le client dit, OK, lui, About, il veut pas que ça s'appelle About, il veut qu'on mette à propos. Ou bien il veut qu'on mette simplement moi. Voilà, comme ça. Donc, on a mis moi, on revient ici, on actualise. Si on clique sur ça, ça met 404. C'est là, tu as te dit, ah, OK, je me rappelle, j'avais mis ça dans le HTML ici. OK, tu viens là, tu changes. Tu mets moi. Quand tu reviens, ça va fonctionner. Et tu dis au client, OK, j'ai résolu. Sans oublier que dans ton projet, il y avait 100 fichiers HTML. Donc, du coup, tu ne sais plus où tu as mis About, tu es obligé d'aller chercher tout ça et puis changer en moi. Donc, pour éviter ça dans Django, on va utiliser le name qui est là pour fixer la vue. Donc, si je reviens sur Home ici, donc au lieu de ça, on va utiliser l'écriture de Jinja. Django ici, pour communiquer avec le template ici, il va utiliser le langage de template qui s'appelle Jinja. Donc, pour ceux qui veulent voir ça plus tard, c'est ça, Jinja, et je pense que c'est la version 2 qu'il utilise. Donc, vous pouvez essayer de regarder ici comment on fait les if, comment on fait les for, voilà, tout ça. Vous revenez là-dessus, la documentation, vous regardez, mais on va voir quelques petites commandes aujourd'hui. Donc, pour lier une URL, c'est très simple, vous faites double pourcentage, donc c'est accolade pourcentage, vous mettez URL et vous mettez le nom de la page. Donc, le nom de la page, c'est le nom qui est là. Vous mettez ça ici. C'est bon. Donc, une fois que vous faites ça, vous n'avez plus à changer ça. Le jour que vous allez changer ça, c'est le jour qu'on va décider de changer le nom de la vue. Le nom de la vue, c'est vous qui définissez en tant que développeur. Ça, le client, il peut changer comme il veut. Voilà. Donc, si je reviens ici, sur Home, voilà, et que je clique, je viens sur moi. Donc, supposons maintenant qu'on veut changer le mois et puis on remet notre About. Je mets About. Donc, si je reviens sur moi, ça ne va pas passer, donc je reviens à l'accueil. Mais cette fois-ci, si je clique ici, ça m'envoie directement sur About parce qu'il va changer directement. Je n'aurai plus à modifier ça. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Bon, oui, on a vu l'importance des noms. D'accord. Donc, du coup, ici également, je fais pareil. Je vais mettre c'est Home View. Donc, je copie ça et je colle ça ici. Très bien.
Ok, je reprends ça, structure. Ok, donc là, l'idée, c'est qu'on a vu un peu ce qu'on devrait voir. On va essayer d'aller un peu là-dessus. Mais l'idée, c'était un peu de comprendre ce schéma-là, comment ça fonctionne. Donc, à partir de là, vous pouvez créer autant de pages que vous voulez, autant de HTML que vous voulez et communiquer avec les deux. Maintenant, on peut ajouter un petit bonus, c'est au niveau des statiques. Mais ça, je pense qu'on va le garder pour plus tard. Là, si vous voulez définir des styles, vous pouvez les mettre directement ici maintenant. Par exemple, pour ceux qui souhaitent utiliser les Bootstrap ou les Tailwind ou je sais pas quoi, bon, on va juste essayer un peu de Tailwind, voilà. Si je viens sur Tailwind ici, vous pouvez juste prendre le CDN maintenant. Si vous voulez télécharger, vous allez attendre qu'on arrive sur la partie statique. Donc, si je viens dans la box, voilà, prends la partie CDN. Donc, j'ai juste à copier ça. Donc là, c'est très simple. Vous pouvez juste mettre le CDN dans votre fichier et puis vous aurez le même rendu. Ça, c'est du basique de chez basique. Maintenant, pour les fichiers statiques et médias, tout ça, je pense que la prochaine session, on reviendra un peu plus en détail là-dessus. Et voilà, je vais juste copier sa classe ici. Et je vais la donner à mon H1 là. Et également à ce H1 là. Voilà, donc là, il y aurait le style Tailwind. On voit bien que je suis rentré dans les pages. Si je clique ici, voilà, je reviens sur ça. Bon, pas trop joli. Vous pouvez ajouter du bootstrap ou bien ce que vous voulez et vous pouvez faire votre design comme vous voulez. Jusque-là, on est bon. Maintenant, supposons que nous, on a des données Python, c'est-à-dire des variables Python qu'on a définies ici, qu'on veut afficher dans le HTML ici. Donc, je vais prendre un peu la page about ici. J'ai mis about page IAM, voilà, sur ONB. Ça, par exemple, suppose que c'est mon nom. Donc, ce nom-là, je veux l'envoyer, je vais déclarer ça depuis Python et pouvoir l'utiliser sur cette page-là. Donc, pour ça, c'est assez simple. Donc, c'était about. Donc, on a dit les contextes, c'était un dictionnaire. Donc, je vais juste créer ma variable qui va contenir le nom. Et je mets sur NB ici. Maintenant, cette variable-là, je vais la faire passer ici dans le contexte afin d'accéder à ça. Donc, le contexte, je peux le laisser là ou bien je peux le définir ici. Donc, je mets contexte. Donc, on a dit que c'était un dictionnaire et je remplace ça ici. Voilà. Donc, ici, j'enlève ça, je mets contexte. C'est pareil, hein? C'est le même dictionnaire qui est ici. Et dans ce dictionnaire-là, je vais créer une clé. La clé que je crée ici, c'est la clé qui sera utilisée dans le HTML. Donc là, par exemple, je peux appeler ça full underscore name. Et je dis que full name fait référence à la variable name. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Donc, sur ma page HTML et about, j'ai une variable qui s'appelle full name qui contient un nom. Donc, pour utiliser ça ici, pour ceux qui ont fait un peu de Babel, je sais pas, ceux de Laravel et tout ça, pour utiliser ça ici, nous, on va utiliser double accolade simplement et le nom de cette variable-là. Donc, cette fois-ci, si je reviens, je vais enlever ce Tailwind-là. Donc, si je reviens sur ma page About, voilà, on a toujours I am so ONB. Donc, si on regarde dans notre HTML ici, on a cette variable qui est full name qui contient le nom. Il contient le nom ici sur ONB ou bien si vous voulez, bah, j'enlève sur vous. Voici Jean. Alors, Marc, j'aime beaucoup utiliser ce nom-là, je ne sais pas pourquoi.
Et là, donc, Kwasi Jean-Marc, cette fois-ci, si on revient, donc, M. Kwasi Jean-Marc. Jusque-là, on est bon. Très bien. Donc, ici, on peut faire passer des objets, on peut faire passer des dictionnaires, on peut faire passer des listes d'objets, on peut faire passer des listes de dictionnaires, on peut faire passer tout ce qu'on veut. Voilà, tout ce qu'on veut, on peut faire passer ici. Donc, par exemple, supposons que je crée une liste de dictionnaires que je mets, que j'appelle user, donc une liste d'utilisateurs. Donc, ce que je vais faire, désolé, j'ai dit une liste d'utilisateurs, chaque utilisateur aura un name full name, qui aura un full name. Voilà, donc on va prendre nos utilisateurs sur LB. Désolé, on crée encore un deuxième utilisateur. On va créer, je sais pas. Ok, donc on prend le fameux Kwasi Jean-Marc. Je peux avoir des noms. Donc on a Zora, je pense que je vois. Donc je vois Yaya. Et je sais pas, il y a qui d'autre? Un dernier nom. Christian. Ok, il y a Christian. Je ne sais pas si je... Ok, je suppose que c'est correct. Donc là, j'ai une liste de dictionnaires qui ont des clés full name chacun avec la valeur. Donc cette fois-ci, ce user-là, je peux le passer en contexte parce que je dis que le contexte ici, c'est un dictionnaire. Donc je peux mettre user qui est la clé et 2 points qui correspondent à user ici. Est-ce qu'il faut changer le nom de la clé? Non? Oui, il y a le nom de la clé ici, on peut mettre ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est de comprendre que ça, c'est ce que je vais utiliser dans mon cette partie-là, c'est ce que j'utilise dans mon HTML. C'est bon? On peut mettre voilà. full name à chaque fois comme clé? Ici, là? Oui. Oui, il faut mettre la même clé pour chacun parce que c'est une liste des dictionnaires. C'est le même dictionnaire, mais c'est une liste de ces dictionnaires-là. OK. Voilà, c'est-à-dire un dictionnaire user, voilà, qui contient un full name et j'ai plusieurs users de ce type-là. OK, ça marche. C'est bon, très bien. Donc, dans mon contexte, cette fois-ci, j'ai 2 éléments. Donc, j'ai un full name ici qui correspond à l'utilisateur Kwasi Jean-Marc et ensuite, il y a une liste d'utilisateurs ici. Très bien. Donc, ça, c'est une liste d'utilisateurs. Pour accéder à ça, si je viens dans About là, et que je mets juste un ASR et que j'affiche juste ça pour voir un peu ce que ça va me donner. Il affiche user ici. Donc, on est bien sur la page About. Voilà, on voit qu'il nous affiche le dictionnaire qui est là. Maintenant, on veut afficher chaque utilisateur. On veut afficher les utilisateurs. Donc pour ça, pour afficher les utilisateurs ici, on va utiliser une boucle for parce qu'on a une liste. On va afficher chaque élément de la boucle. Et pour ça, on va juste faire un for de Django, de Jinja plutôt. Donc quand vous allez regarder le Jinja, vous allez voir un peu comment le for i fonctionne. Donc c'est for i, voilà. Donc on va mettre user ici pour un utilisateur i dans la liste d'user. Et là, je vais afficher le user. Très bien. Donc, ça va m'afficher le dictionnaire en question. Donc, ça, c'est du Jinja. Voilà. En Python, on allait juste faire for user in user, print user simplement, sans mettre tout ça. Mais Jinja, c'est comme ça, il marche. Donc, si on vient et qu'on actualise cette fois, donc on verra ici un dictionnaire, un dictionnaire, un dictionnaire. Donc, on peut décider de faire un BR ici pour faire un retour à la ligne. Donc, vu qu'on est dans du HTML, on peut se permettre de faire ça. Si on actualise ça, voilà. Donc, on a le dictionnaire de Soro, Kwasi, Zora, Yaya et puis Christian. Maintenant, on va afficher le full name.
On veut afficher le full name même. C'est là qu'on va essayer de comprendre. J'avais demandé à chacun de Sarrazo de comprendre le dictionnaire. Là. Donc, si on était dans Python et qu'on voulait accéder au full name, qu'est-ce qu'on allait faire? On a un dictionnaire, on a ce dictionnaire-là. On veut accéder au full name. Qu'est-ce qu'on fait en Python pour accéder au full name d'un dictionnaire? Disons à la clé. On peut faire user crochet full name. Très bien. On allait faire crochet la clé. Donc, quand on est dans Python, on fait crochet la clé. C'est ce point-là que je veux comprendre. Donc, quand on est dans Python, on fait crochet la clé. Mais par contre, quand on est dans Jinja ici, on va juste faire point. Ça va? On va juste faire point. Parce qu'une fois que le dictionnaire arrive dans Jinja, il devient un objet. Donc, on fait point full name. Et là, maintenant, si on exécute ça, on aura bien les différents utilisateurs qu'on a. Donc, c'est pareil, quand on va créer nos modèles, c'est-à-dire nos tables, quand on va récupérer les éléments dans notre base de données, quand on va vouloir les passer, on va les passer comme ça, dans des contextes. Et ici, on va accéder comme ça. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui, ça va, ça va. Très bien. Sur le point d'arriver. Donc là, on est un peu bon. On va voir deux autres éléments et on sera plus ou moins bon. On voit deux autres éléments rapidement et on sera bon. Donc, on a dit que pour accéder, on suppose que ça, c'est notre base de données d'utilisateur. On va créer une fonction qu'on va appeler détail. Voilà. Qui va nous permettre d'afficher la page de détail d'un utilisateur. Donc, son rôle, c'est afficher juste les informations d'un utilisateur. Donc, je vais créer dans page, je vais créer un fichier user simplement. Je voulais mettre point .py, c'est le point .html. Donc, c'est du HTML. Et là, on va faire un H1. Voilà. Et là, on va mettre user information. Deux points. Et on va juste afficher ici le nom de l'utilisateur. Donc, full name. Voilà, on va mettre full name de l'utilisateur. Donc, ça, c'est assez simple. On va juste faire ici un return de render. Donc, si on a compris, c'est request, virgule, page, slash, user.html. Et là, on aura ça. Je reprends le même user ici et je vais remettre là pour le moment. Donc, j'aurai le contexte que je vais remplacer ici. Très bien. Jusque-là, on est bon. Ce que je veux, c'est quoi? C'est que si je viens sur la page détail, par exemple, si je viens avec, je sais pas, un utilisateur, je vais pouvoir récupérer cet utilisateur-là et le retourner. Donc, pour ça, je vais ajouter à chacun un ID. Voilà. Donc, dans le dictionnaire, je vais ajouter à chacun un ID simplement. Donc, je crée une clé ID et je dis que lui, il a l'ID 1. Là, on va faire un peu de Python. On a l'ID 2. On a l'ID 3. Là, on a le 4. Et pour terminer, on a le 5. Très bien. Donc, l'idée, c'est que si je viens sur cette fonction-là avec l'ID 1, il puisse me dire que voilà, il puisse me retourner l'élément qui est là. S'il a l'ID 2, il me retourne. S'il a l'ID 3, il me retourne. S'il a l'ID 4, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est une vue de détail. Donc, il faudra passer l'ID après l'URL. Par exemple, si je viens ici sur user,
je dois pouvoir faire /1 par exemple ici. Donc le 1, je dois pouvoir faire désolé, je dois pouvoir faire /2, ainsi de suite pour accéder à l'user ici. Donc ça, c'est l'ID qui va changer. Donc c'est un paramètre. Donc comment faire passer ça dans l'URL ici? Donc on verra ça ensemble. Donc là, c'est simple, on fait un path. Et là, on va mettre juste user. Et là, on va faire /. Donc on explique ensemble. L'élément qu'on va faire passer en paramètre ici, le type, c'est quoi? Donc, si on connaît le type, on va définir le type. Là, on fait ça. Désolé, on fait des crochets, on ouvre ça, symbole inférieur. Nous, l'ID, c'est un entier, donc on va mettre int pour dire que c'est un entier. Et on va donner un nom à cette variable-là. Donc, je vais l'appeler user ID. Et je ferme. Et je mets /. Donc, du coup, Django saura que quand on va mettre /user, après ça, il faudra mettre un ID, donc un entier, et pouvoir accéder à la vue. Donc, si tu mets /user simplement, ça ne va pas fonctionner. Il faudra que tu définisses ici un ID. Donc, une fois que ça, c'est bon, j'importe ma vue détail. Et je mets name égal à détail vue. Donc, on verra également comment accéder à ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends la variable qui est là. Et là, maintenant, je peux passer ça dans ma fonction ici. C'est bon. Donc là, on va juste faire un print. Comme ça, pour être sûr qu'on a accès à ça. User ID. Donc, je relance mon serveur. Et cette fois-ci, si on actualise ça, on a bien la page par défaut du HTML. Et si on vient dans le terminal, on voit bien qu'il y a un 2 qui est affiché ici. Si ce n'est pas bien visible, je vais ajouter un texte. User ID. Comme ça sera plus visible. Donc, si on actualise, on a bien user ID qui est égal à 2. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Très bien. Si ce n'est pas bon pour vous, vous pouvez m'arrêter et poser vos questions. Si c'est bon, on continue. Donc là, si je change par exemple et que je mets ce que je veux, je mets 1000, 100 peut-être, voilà, on aura bien user ID qui est égal à 100. Donc on a dit que c'était un ID. Si on enlève le 100 et qu'on met du n'importe quoi, on aura une page 404. Parce que Django, lui, il ne va pas reconnaître. Parce que lui s'attend à avoir un ID. S'il ne voit pas un ID, il va se dire que la page n'existe pas. C'est comme ça qu'il va réagir. Voilà. J'aurais une question. Vas-y. Est-ce que tu peux revenir au niveau du code? Enfin, oui. Comment est-ce qu'on peut utiliser le paramètre user ID? Comment est-ce que Django sait qu'il utilise le paramètre user ID en lieu et place de ID 1, ID 2 et autres? D'accord. Comment il sait qu'il doit utiliser la valeur qui est là? Ok, donc je split mon écran en deux pour qu'on puisse mieux voir les deux fichiers. Très bien. Vous voyez bien les deux fichiers que j'ai là, l'URL est à ma gauche et puis la vue à ma droite. Oui. Ok. Le path, déjà, c'est lui qui permet de définir les routes. Donc, les routes dans notre navigateur, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, lorsqu'on met rien, on a dit que c'était la route par défaut. Lorsqu'on met about, il faut taper about. Cette fois-ci, nous, on va aller sur une page détail. Donc, quand on se rend sur une page détail, il faut passer des paramètres. Donc, pour définir ça dans Django, c'est assez simple. On va juste, là, je n'étais pas obligé de mettre user, mais je mets user pour dire qu'on va taper /user. Ensuite, on va définir un paramètre ici. Donc, le paramètre, pour le définir, voici la formule. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut définir le type du paramètre. Après le type, il faut définir le nom de la variable. Donc, le nom de la variable ici, où est-ce que Django va l'utiliser? Il va l'utiliser ici en paramètre dans la vue. Tu vois la fonction détail là, en paramètre, elle prend user ID.
Si je mets simplement ça, ID, comme ça, et que ici, j'actualise, voilà. Donc, il me dit que la fonction détail attend un paramètre user ID. Tu vois. Par contre, on a bien défini un paramètre ici, mais ce paramètre, c'est pas user ID parce qu'il veut que ça ait le même nom. Il faut que ça ait le même nom pour que lui puisse comprendre. C'est bien si tu comprends. Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est à partir de là qu'il va faire le lien. Donc, le format de l'URL qui est là, quand il va le voir, il va le détecter. C'est-à-dire, pour le détecter, c'est très simple. Il a besoin de user et puis un entier ici, ça, int. C'est ce point-là, j'insiste là-dessus, ça, int. C'est ce que j'ai défini là. Tu vois ici, int. Donc, du coup, il a besoin de ce int-là. Si je prends le même format cette fois-ci, mais quand on met une chaîne, ça ne va pas passer parce qu'il attend un entier, en fait. Il va dire que cette page-là n'existe pas. D'accord. Monsieur Soro, Oui. comment gérer ça maintenant? Comment gérer le contrôle là pour que, par exemple, quand on ne met pas un int, puisse pas avoir, par exemple, une page not found comme ça. La page n'a pas été trouvée. Bah, comment faire le contrôle sur ça? Mais le contrôle. Une page qui n'est pas trouvée, ça veut dire quoi? Une page not trouvée. Ça veut dire quoi? Par exemple, là, l'utilisateur, quand normalement, on a dit là-bas, c'est un entier, il doit mettre, par exemple, s'il met autre qu'un entier, par exemple, il ne met pas user 1 ou bien user 2 ou bien il met un user qui n'existe pas. Comment gérer ça, quoi? Ah, ok, s'il met un user qui n'existe pas, effectivement, c'est ce qu'on va faire par exemple. Là, par exemple, nous, ici, tu vois qu'on a 5 users. Ça va, ça, c'est dans la fonction qu'on va gérer ça. Ça va, c'est parce que l'utilisateur, on ne peut pas le contrôler, n'est-ce pas? Parce que parfois, quand on a des formulaires, tu vois ici, quand on te dit de saisir un entier ici, mais l'utilisateur, parfois, il peut saisir autre qu'un entier. Ouais. Effectivement. D'accord. Déjà, pour accéder à l'URL ici, comme j'ai dit, c'est toi, tu l'envoies là. C'est nous, on va l'envoyer là. Il ne va pas venir de lui-même. Donc ça, par exemple, on devrait commencer par ça. C'est-à-dire, c'est depuis la page des barres, vu que c'est ici qu'on a affiché la liste. Je reviens. Voilà, c'est ici qu'on a affiché la liste. Normalement, on doit pouvoir cliquer sur chaque utilisateur puis aller sur sa page détail. Donc, ce qui veut dire qu'on a 5 utilisateurs. Si l'utilisateur il vient et qu'il met par exemple 6, nous, on peut lui dire que l'utilisateur 6 n'existe pas. Ça va? Maintenant, s'il tape une chaîne de caractères, bah là, comment je dis ça? Le programme tel qu'il est défini va dire qu'il ne retrouve pas la page. Maintenant, si tu veux gérer ça toi-même, au lieu de mettre int ici, tu vas juste mettre un str pour dire que tu prends tout. Ça va, là, tu prends la garantie pour dire que j'accepte tout. À ce moment-là, tu vas vérifier ici si ça, c'est un entier. Là, tu fais la vérification. Parce que si tu prends une chaîne de caractères que tu fais une requête pour avoir sur des entiers, tu risques de ne pas trouver l'élément que tu recherches. Donc, ça va fausser tes calculs. Donc, toi, maintenant, tu vas faire le traitement. Mais Django, ici, il te donne déjà la possibilité d'avoir des restrictions assez élevées. Donc, par exemple, si on met str ici et que ici, je reviens sur user et que je mets n'importe quoi, cette fois-ci, ça va fonctionner. On n'aura pas de page 404. Mais c'est à moi derrière de vérifier que ce qu'il a rentré, c'est bien un entier. C'est bon? Je vois, je comprends. Très bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà revenir sur About d'abord. Et puis après, on va revenir sur ça. Oh, désolé. Donc, si About, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien sur chaque utilisateur. Donc, du coup, quand on va cliquer sur un utilisateur, ça va nous envoyer sur sa page détail. Donc, pour ce faire, c'est pareil, ça, on sait comment on le fait. Donc là, je vais en récupérer ça. Je vais mettre un paragraphe dans lequel je vais mettre un lien. Voilà, et ensuite, je vais coller ça à l'intérieur. Donc, je peux enlever le BR. Donc, cette fois-ci, si j'actualise, voilà, j'aurai quelque chose comme ça où je peux cliquer là-dessus. Maintenant, ici, vous allez suivre avec moi un peu attentivement. Donc, on a dit que c'était comme ça, pourcentage, pourcentage.
URL. Ensuite, le nom de l'URL ici, c'est détail. Donc, je peux mettre détail, view. Jusque-là, on est bon. Mais si on actualise, vous allez voir ce qu'il va dire. Voilà. Ça va bugger. Il va dire que lui, il n'arrive pas à matcher l'URL qui est là. Ça passe pas parce que l'URL là attend un paramètre que lui ne trouve pas. Donc, il va signaler qu'on a une erreur sur cette ligne. Pourquoi? Parce que pour aller sur la page détail, il faut fournir un ID qui est là. Ça veut dire qu'il faut fournir ça. Si on n'a pas ça, on ne peut pas venir sur cette route-là. Donc, je reviens dans les bots. Donc, après ça, je viens là, je mets le nom de la variable et je mets que c'est égal à user.id. C'est bon. Le nom de la variable qui est là est égal à user.id. Ça, c'est pas obligatoire. Je peux enlever ça. Voilà. Et mettre simplement user.id. Donc, je dis à Django que tu vas sur la page détail, mais sur la page détail avec l'ID de l'utilisateur qu'on aura actuellement. Donc, si on revient ici et qu'on a... Oh, désolé, qu'est-ce qui... On a bien... Ah, ok, non. Je n'ai pas le même dictionnaire dans... Pour faire simple, je déclare le dictionnaire de manière globale pour que tout le monde ait accès. Voilà. Là, le problème qu'on a, c'est que le dictionnaire qui est défini dans About ici n'a pas d'ID. Donc, raison pour laquelle il n'était pas content. Donc là, on a le même dictionnaire pour les deux vues. Si on retourne, voilà, là, il est content. Si je mets mon curseur là-dessus, pour ceux qui voient en bas de mon écran, en bas à gauche à l'angle, c'est-à-dire ici, vous allez voir que l'URL va s'afficher quand je vais changer. Donc l'ID va s'afficher à chaque fois. Donc si je clique sur Christian, vous voyez qu'on a l'ID 5. Si je reviens que je clique sur quoi, si Jean-Marc, on aura l'ID 2. Si je reviens que je clique sur Jaurès, on aura l'ID 3. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Très bien. Donc, on va revenir maintenant sur notre script. Donc, dans notre page détail ici, ce que nous, on veut, c'est que on veut récupérer l'utilisateur qui a l'ID qui est passé en paramètre. Je réduis ça pour qu'on puisse voir le dictionnaire. Donc, les développeurs Python, comment je récupère un élément dans un dictionnaire à partir de la valeur? Je vous attends. On utilise la méthode get, ou bien on peut utiliser les crochets là. Vas-y, j'écoute. Hein. Tu me donnes, tu dis ce que je écris. Donc, ça va être... En fait, j'ai la liste de dictionnaires qui est là. D'accord, c'est user, non? Je vais récupérer un dictionnaire comme ça à partir de la valeur de l'ID. Oui, donc c'est user S. S. Bon, je crée, bon, on fait ça comme le crochet là. Je mets le crochet et puis je mets l'ID. L'ID, bon, je crée. Voilà. Les autres, vous êtes d'accord avec lui? On va pas faire user point. Pourquoi? Non, on veut le dictionnaire. On veut le dictionnaire qui contient l'utilisateur. Qui contient tous les utilisateurs? Non, non. J'ai la liste de dictionnaire des utilisateurs ici. Ça va? Donc, j'ai l'ID d'un utilisateur, par exemple, s'appelle l'ID 3. Donc, je veux obtenir ce dictionnaire-là. Si je lui passe l'ID 3, je veux qu'on me donne ça. Si je passe l'ID 5, je vais avoir ça. Le développeur Python.
Donc, ça veut dire que vous n'avez pas bossé le dictionnaire. Là. Non, mais bon, ce que moi j'ai défini, c'est pas ça. Non, j'ai demandé qui était d'accord et toi, personne n'a confirmé. C'était le seul. Ça veut dire les autres, ils se disent que ce que tu as fait n'est pas correct, en fait. Donc, la personne peut te soutenir. Et si on faisait user crossé ID? Je comprends pour votre question. Allô? Oui. User avec S crossé ID. Récupérer l'ID. L'user, le code qu'il a fait n'est pas correct, c'est ça. Si c'est pas correct, tu me donnes ton code, je l'écris. Moi, pour prendre ça, on met ID, juste le ID, enlever le user là-bas. Le user, ça ici? Non, le user, là, on laisse ça comme ça. Maintenant, crochet ID. Ok, donc ici, on ne met pas user ID, on met crochet ID. Ou bien, c'est pas crochet ID comme ça. Très bien. Je reprends encore, on n'a pas un dictionnaire, on a une liste de dictionnaires. Bon, disons qu'on a une liste en Python et on veut récupérer un élément là-dedans. Donc, on a juste la valeur de l'ID qui est ce qu'on veut. Ok, ce qu'il a donné n'est pas faux, mais ce n'est pas correct. Ça va? Parce que quand on va passer l'ID 1, ça ne va pas prendre cet utilisateur-là, mais ça va prendre celui-là. Ça va? La liste ici qui est là va considérer l'ID ici en index. Je ne sais pas si tu comprends, lui qui a donné la réponse là. Ça, c'est l'index pour cette liste-là. Donc, si on passe 1, il va prendre celui-là. Et si on passe 5, il va mettre erreur. D'accord. OK. Moi, je vais faire une boucle. OK, très bien. Lui, il dit faire une boucle. If. Et un if. Et là, on commence à venir. Donc, Pour 2 if, peut-être. Donc, for user in user. Donc, on peut faire ça. Peut-être, voilà, je peux mettre US pour des users. Donc, for je pense que c'est mieux de faire ce que Christian est en train de dire avant de venir sur les listes comprehension. OK, très bien. Je ne pense pas que certains comprennent la liste compréhension. La liste en compréhension. Très bien. Donc, Christian, alors, tu peux me donner ton script? Oui, for user in user. For user in user. OK. 2 points. Après, if il faut récupérer l'ID qu'on souhaite. Oui, qu'on souhaite mettre sur la condition. User ID. On a user ID qui est l'ID qu'on souhaite mettre sur la condition. If user ID égal à user crochet ID. Oui. Alors, on va récupérer. Tu veux récupérer quoi? Soro NB? Je veux le dictionnaire. Le dictionnaire? De l'user en question. Il faut récupérer du coup l'élément courant aussi. Il faut récupérer user. User, d'accord. Il faut récupérer user pour le mettre dans l'élément de la liste. Donc si ça correspond, oui, je vais faire. Il faut le mettre dans une variable. Je sais pas ce que. Ok, super. Donc on va créer une variable. Donc je vais l'appeler juste current user. Qui serait égal à notre simplement pour dire qu'on n'a rien. Et là maintenant. Maintenant du coup, on va dire current user égale à user point dans la current user. Il va être égal à user point current user, je dirais. À user.current user, bon, c'est égal à user simplement. Là, on est bon. OK. Très bien.
Ok, là, déjà, là, on est bon, hein. Je sais pas qui comprend ça ou qui comprend pas. On commence par ceux qui comprennent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pas ça? Ce qu'on a fait? Oh, bon, c'est bon. C'est bon pour moi aussi. C'est bon. C'est bon? Ah. Ok, très bien. Donc, du coup, là, on a ça. Donc, à la sortie ici, on peut vérifier if. Voilà. On peut juste vérifier if current user. Donc, si on a un current user, ça veut dire qu'on a un user, donc on peut prendre notre dictionnaire là, notre contexte, et on va juste mettre voilà, user, deux points, user là, et je peux faire monter ça là-dedans. Donc, lui qui demandait comment on allait faire si on ne trouvait pas l'utilisateur, on fait le return là, et là maintenant, on va faire un else, ou bien pas besoin de faire un else aussi, je vais juste garder le else pour vous. Mais je peux faire un HTTP response, user, not found. Ou vous pouvez retourner un 404 simplement à la place pour dire que l'utilisateur n'existe pas. Et là, maintenant, je peux récupérer cet user-là et revenir dans mon voilà, user ici. Et là, je fais ça. User.fold. Full name, bah, je ne sais plus comment je l'ai écrit, avec underscore ou sans. Ok, avec underscore. Jusque-là, on est bon. Oui, on est bon. Dans les contextes, du coup, on n'utilise pas current user. Désolé. Là, merci beaucoup pour le. Donc ici, c'est current user. Ah, ok. Voilà, merci. Merci pour la remarque. Donc là, maintenant, si on revient, qu'on actualise, donc si on clique sur lui, ok, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un autre fond, quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé ou est-ce qu'on a... Est-ce que c'est pas au niveau de... Ah, ok, très bien. Ici, on a mis STR. Ça va? Pour ceux qui nous suivaient là. On avait mis int au début, après on est venu mettre STR. Au niveau donc, de la condition. Voilà, la condition ici, il va essayer de comparer un entier avec voilà, un STR. Donc, là aussi, si on met int, qu'on passe un STR, ça va bugger. Déjà, on va le ramener en int ici pour nous faciliter la tâche. Donc, cette fois-ci, si on réactualise, voilà, on a bien la réponse qu'on a. Donc, je peux juste ajouter un lien pour revenir à la page d'accueil. Donc, c'est là, je récupère ça. Je reviens ici. Je colle ça là. Je reviens sur Home. Ok, c'est plutôt Ebart. Donc, si je repars sur l'utilisateur 2, donc on est bien sur quoi? Si Jean-Marc, on est bien sur Yaya, et là, on est bien sur Christian. Et si on met un ID qui n'existe pas, on a bien user not found. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour vous? Ok, si c'est bon. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur deux éléments. Ici, tu as changé directement dans l'URL pour pouvoir, tu as mis le int et tu as enlevé le str. J'aimerais que tu me dises si c'était possible aussi de laisser le str et puis de changer directement dans, je sais pas, de faire de changer la variable qui vient de string là en str directement dans le contrôleur.
Maintenant, la deuxième remarque, c'était au niveau de quand Christian il avait dit comment on pouvait accéder à current user. Tu voulais utiliser la list comprehension. Donc, si le temps le permet, est-ce que tu peux simplifier avec la list comprehension? Voilà, ce sont les deux là. Franchement, s'il y a du temps pour revenir là-dessus, pour permettre à d'autres personnes de comprendre la partie. D'accord, ok. Bon, je vais essayer, sinon là, il nous reste peut-être plus assez de temps. Donc là, voilà, je vais plutôt faire ça et puis après, je vais juste vous donner le code pour faire la liste compréhension ou bien le filtre un peu plus simple avec les dictionnaires. Ok, donc ici, par exemple, supposons qu'on met un str. Je vous montre un peu ce qu'on aura. Si on teste ça, normalement, ici, on a Christian, mais quand on va tester, il va nous dire user not found. Pourquoi il nous dit user not found? Parce que là, Python va considérer que l'ID qu'on envoie ici, l'ID qu'on passe, c'est une chaîne de caractères. Donc, du coup, il va comparer 4, qui est un entier, à une chaîne de caractères. Ça ne va pas passer. Ce qu'on peut faire, vous allez me dire, OK, on va passer int ici. Très bien, je fais ce que vous demandez, même si vous ne l'avez pas dit. Mais beaucoup vont passer à ça. Donc, on fait int, là, ça va fonctionner. Là, si je fais ça, ça marche. Mais par contre, si je viens ici et que je mets une chaîne de caractères, ça va créer une erreur 500. Donc, j'aurai une erreur au niveau du serveur. Parce que Python va me dire que lui ne peut pas convertir ça. Donc, ça, c'est une erreur de code. Et c'est très, très grave quand vous codez. Au fait, on ne fait pas ça. Donc, pour éviter ça, c'est qu'on va vérifier d'abord est-ce que la variable user ID là, est-ce que c'est un int? Donc, on va juste faire un test if instance. Donc, c'est une fonction qui va me permettre de vérifier le type d'une variable. Et je mets user ID, virgule, et je mets int. Donc, je vais vérifier est-ce que ça, c'est un int. Donc, si c'est un int, je vais pouvoir faire tout ça. Dans le cas contraire, voilà, je sors directement et puis je fais ça. OK. Donc là, on va enlever le else ici pour que le return là s'exécute dans ce cas-là et dans le else d'ici directement. Donc, Une question. Oui. Est-ce que avec instance, on peut comparer des strings? Oui, on peut, voilà, on peut juste mettre le type ici, str. Ouais, ok. Voilà, si on veut mettre float, on peut mettre float. Si on veut mettre list, on peut mettre list. Ça nous permet de vérifier si le type d'une variable est bien le type que nous on souhaite. Donc Ouais, voilà, on vérifie si le type c'est un int et là maintenant je peux faire ça. Donc ça m'évite d'avoir des erreurs 500 inutilement parce qu'avant de convertir en entier, il faut que le type soit un entier. Donc si je reviens ici, que j'actualise. Cette fois-ci, j'ai plus de erreur serveur, mais j'ai juste un autre fond qui s'affiche là. C'est bon. Donc, vous pouvez faire ça ou bien vous pouvez passer par des 3 except, voilà, pour ceux qui ne veulent pas fournir assez d'efforts. Donc, ça, c'était pour le truc. Donc, on garde toujours notre str ici, mais dans la vue ici, on vérifie d'abord est-ce que la valeur qui est passée, c'est un int. Si c'est pas un int, voilà, alors on sort. Donc, ce qui va faire que si on revient ici et qu'on met 5, ok, très bien. Malheureusement, ça ne va pas résoudre notre problème. Donc, on est obligé de passer par le fameux 3 qu'on n'a pas voulu écrire. OK. OK. Donc là, vous allez juste faire ça, 3. Et on va essayer de convertir notre user ID en entier. Et une fois qu'on est bon, on va exécuter le reste de notre code. Et dans le cas où on a une exception, on peut retourner à notre message d'exception ou bien, voilà, on va juste préciser à l'utilisateur. Donc ici, je reprends ça et je le mets dans le else ici. Et puis ici,
barre de ID form. On va préciser qu'on a mis un mauvais format pour l'ID simplement. Et là, maintenant, une fois qu'on a converti l'autre en int là-bas, on n'est plus obligé de le convertir à nouveau ici. Normalement, ça doit pouvoir fonctionner. Et là, maintenant, si on met un ID qui n'existe pas, on a user not found. Et là, maintenant, si on met quelque chose qui n'est pas au format de notre ID, on a bad ID format. Moi, ça marque, je ne sais pas si c'est bon, mais là, je vois que le code il devient un peu plus long que ce que je m'attendais. Oui, c'est bon. En fait, c'était juste La pour compréhension montrer lisse. les différents trucs. Mais la compréhension lisse, on peut laisser et puis avancer. Je pense que ça va être une recherche pour les autres pour la session prochaine. La session prochaine, effectivement. La liste en compréhension, voilà, ça nous permet de juste écrire ça de manière un peu plus simple. Mais vous faites des recherches là-dessus et puis je pense qu'on est bon. Et aussi, vous pouvez chercher la fonction filter Je vais envoyer des liens dans le chat. de Python qui permet de filtrer les dictionnaires par des valeurs. Vous aurez des réponses sur Stack Overflow. Donc, c'était un peu, je pense qu'on allait un peu plus loin. C'était un peu juste remontrer un peu ces trois éléments-là, c'est-à-dire la structure du projet, les vues, comment créer les vues, comment les lier aux URL ici et comment lier nos vues avec nos fichiers HTML qu'on a créés. Donc, pour la prochaine fois, on verra comment faire des applications. Là, on va se dire que voilà, on a un gros projet à gérer, on a plusieurs vues à créer, on a différentes fonctionnalités à développer et tout ça. On ne va pas s'amuser à faire ça ici. J'ai travaillé sur un projet l'année en 2021. Quand je suis arrivé, le template avait environ 50 pages et ils avaient tout fait dans ce dossier-là. Ils n'avaient pas créé d'application. Les modèles, tout, ils ont fait ici. C'était vraiment une galère. Donc, c'est pour dire que voilà, il y a d'autres qui le font comme ça, mais il y a des méthodes un peu plus avancées à le faire. Donc, créer des applications et dans les différentes applications, on aura nos vues et tout ça. Et ça devient plus intéressant. Ok, je laisse mon écran partagé et puis j'essaie de voir s'il y a des questions sur le code. S'il n'y a pas de questions sur le code, je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire sur le code pour qu'on revienne sur certaines parties? Ah bon, je n'entends plus personne, bien sûr que mon truc n'est pas coupé. Ça marque, je ne sais pas si toi tu les entends. Moi, je t'entends, mais je n'entends personne. Sûrement, il n'y a Non, pas de de mon côté, questions. c'est bon, hein, c'est bon. D'accord. Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Est-ce que le code va être mis sur GitHub ou pas? Oui, je vais mettre le code sur GitHub et puis je vais vous partager le lien. Ok, merci. Très bien. Monsieur Zoro, Oui, s'il te plaît, une question. vas-y. Est-ce que Django utilise un ORM? Oui, il utilise son propre ORM. Donc, l'ORM de Django, c'est Django ORM. Ah, d'accord. D'accord, ok, j'ai compris. Moi, ce que je me demande, est-ce qu'il existe un framework back-end qui n'utilise pas d'ORM? Est-ce que ça existe ça? Donc, du moment où on parle de framework, c'est forcément lié à un ORM. Django, il utilise son propre ORM, il n'utilise pas d'autres ORM. Par contre, on a d'autres frameworks de Python tels que Flask qui utilisent SQL Alchemy comme ORM. Mais par contre, pour Django, c'est Django ORM directement. Donc, pour ceux qui souhaitent voir, de toutes les façons, c'est pour juste faire les queries, il n'y a pas de truc. Tout c'est fait dans Django. OK. Donc, j'arrête.